Bienvenue au Polysecure épisode dédié au PME. Je suis avec Emeline. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va toujours très bien. Et toi-même? Très bien aussi. Aujourd'hui, on va parler des mots de passe. On va y aller all-in mots de passe. C'est un sujet qui est à la fois très vaste et très présent dans nos vies. On a abordé quelques éléments associés à ça, mais sans vraiment apporter l'élément complet mot de passe, de vraiment parler de tout ce que ça comporte dans un seul et même bloc. Fait que je vais te laisser commencer avec ça parce qu'il y avait des points très intéressants, puis c'est sûr, je vais rebondir sur plein de ces points-ci. Avec grand plaisir. Écoute, déjà, pour revenir à la base, la chose la plus importante quand on parle de mot de passe et pourquoi on tient autant à cette thématique, c'est qu'on veut éviter l'accès non autorisé à nos différents comptes en ligne. Parce que chacune des plateformes sur lesquelles on a un compte renferme une multitude d'informations, que ce soit sur nous, que ce soit sur notre entreprise, sur nos clients, sur nos équipes. Donc, il faut vraiment imaginer, il arrive quelque chose à notre compte bancaire, il arrive quelque chose à notre compte de CRM en ligne, à notre boîte courriel. Les conséquences sont toujours très très énormes et très coûteuses. Surtout, je fais toujours le pouce avec et le lien avec la loi 25, mais il reste que ça peut être des instants de confidentialité. Quelqu'un qui a un mot de passe, c'est comme s'il avait la clé de chez nous, qui venait voir ce qui se passe, puis il repart avec ce qui l'intéresse, il referme la porte derrière lui tranquillou, puis nous on rentre et comme, il me semble qu'il y a quelque chose qui a bougé ici. Ce feeling-là. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Et la toute première question à se poser, c'est de savoir si nos mots de passe sont robustes ou non. Dans la création, dans ceux qu'on a d'existants, mais dans les futurs qu'on va créer, est-ce qu'ils sont robustes ou non? Et on voulait revoir un petit peu les différentes façons de stocker l'information. Mais il y a plein de possibilités. On va parler ensemble aujourd'hui de la mémorisation, de s'en souvenir de ces mots de passe. On va parler aussi de tout ce qui touche les bons vieux fichiers Excel, le pour, le contre, le papier, les gestionnaires de mots de passe, puis on va aborder aussi tout ce qui touche la connexion sans mot de passe qu'on entend parler de plus en plus. Donc, c'est un petit peu l'idée, mais déjà, je vais revenir à la création du mot de passe en tant que tel. C'est quoi les recommandations habituelles? Donc, il y a des choses habituelles qui vous viennent en tête, messieurs, mesdames, qui nous écoutent. On nous dit souvent de pas mettre des mots du dictionnaire, de pas utiliser des informations personnelles comme des noms de personnes proches, les noms d'animaux de compagnie, des dates de naissance. C'est jamais une bonne idée. Moi, quand j'ai expliqué à ma grand-mère ce que je faisais dans la vie, je lui ai dit justement, je prenais l'exemple des mots de passe. J'ai dit, j'apprends aux gens à créer de bons mots de passe, des choses que les fraudeurs peuvent pas deviner, peuvent pas mettre la main dessus. Ma grand-mère qui me répond, ah, moi, mon mot de passe, c'est votre date de naissance à ton frère et toi. Mais de toute façon, personne connaît vos mots de passe. Comme mamie, la terre entière connaît pas nos mots de passe, pardon, vos dates de naissance. Vos dates de naissance, la terre entière connaît nos dates de naissance. Donc voilà. Souvent, un petit signe que je dis aussi, c'est un mot de passe que je peux expliquer à quelqu'un d'autre en moins de 20 secondes, c'est pas un bon mot de passe. Déjà, on devrait jamais avoir à expliquer nos mots de passe à quelqu'un d'autre. Mais si je le fais et que ça me prend 7 secondes, c'est pas un bon mot de passe. Je vous donne un exemple. Si mon chum me demande, hey, c'est quoi le mot de passe du Wi-Fi? Puis moi, ma réponse, c'est le nom de notre lapin avec un R majuscule et notre année de naissance. J'ai expliqué ça beaucoup trop rapidement. C'est pas un bon mot de passe parce que ça renvoie à beaucoup trop d'informations qui me concernent et qui renvoient à moi directement. Donc, c'est pas un bon mot de passe. Pour celles et ceux qui se demandent, oui, j'ai un lapin. Elle s'appelle vraiment Roquette, mais c'est pas le mot de passe de mon Wi-Fi, je vous rassure. Et tu sais que t'as un bon mot de passe, puis je suis sûre que ça va te faire réagir aussi, Nicolas Loïc, mais tu sais que t'as un bon mot de passe quand vient le moment peut-être de le partager avec un collègue, même si on le recommande pas, mais des fois on est obligé parce que c'est un accès qu'on se partage de toute façon. Tu sais que t'as un bon mot de passe. Quand c'est plus facile de le taper directement au clavier de ton chum, ce mot de passe-là, plutôt que de lui dire la suite de caractères, qui se trompe à quelque part et qu'il faut recommencer 3 fois. Et là, j'entends cette phrase à répétition dans mon couple. Tu me fatigues avec ta cybersécurité. À quoi ça sert autant de sécurité? Bon, ça, c'est d'autres choses. Donc, c'est un petit peu déjà l'idée. Ouais, puis c'est intéressant, puis c'est l'autre aspect, faut que les gens comprennent pourquoi on fait ça. Parce que tu le mentionnais d'entrée de jeu, c'est comme la clé de ta maison, effectivement. Et c'est parce qu'il faut aussi comprendre la nature des attaques qui sont faites sur ces mots de passe-là. Puis c'est vraiment très, très présent comme mesure. Là, on a au moment où on enregistre, là, il y a une campagne de phishing qui est dédiée pour voler les mots de passe de M365. Donc, tous les gens qui sont sur Outlook, tous ces éléments-là, c'est dédié à ça. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir quelque chose de robuste. Les 2 attaques qui existent, puis c'est ça qui est important. Soit l'attaque par les gens vont essayer de rentrer sur votre compte avec votre mot de passe. Ça, puis ils vont essayer. Bon, ça va pas c'est pas très rapide, c'est pas super efficace. C'est une façon, ça fait que plus il est facile à deviner en vous connaissant, plus ils vont être capables de le deviner rapidement de cette façon-là. L'autre stratégie de l'attaque, c'est quand ils volent les mots de passe dans des bases de données, puis ça arrive régulièrement, là, on envoie souvent des nouvelles où
telle chose de fuite de données, ainsi de suite. Puis souvent, c'est les mots de passe qui sont inclus dedans. Fait que là, ils vont essayer avec une attaque de cryptographique pour essayer de casser le chiffrement qui est associé ou le hachage pour être exact du mot de passe. Et plus votre mot de passe est facile, plus ils vont le trouver facilement et rapidement comme ça. Et on parle en question de quelques secondes. Fait que ces deux attaques-là, sont concurrents, sont pas les mêmes parce que voler la voûte de mot de passe, pas la voûte, mais le fichier de mot de passe d'un site, c'est un exercice qui est très compliqué, qui est plutôt rare, disons, mais les gens qui vont attaquer de façon directe, ça. Et ça fait une petite parenthèse par rapport, ça amène à l'autre. Si vous réutilisez votre mot de passe puis il est découvert dans une fuite, ben sachez qu'il va être testé sur tous les autres sites et tôt ou tard, ils vont l'avoir trouvé probablement quelques secondes après la fuite. Votre mot de passe a été testé sur d'autres sites. Fait que c'est un peu cette réflexion, c'est ces attaques-là de qu'elles soient protégées. C'est pour ça qu'il faut que le mot de passe soit robuste et pas le même parce qu'il peut être réutilisé par rapport à ça, là. On dit souvent que nos amis les fraudeurs sont créatifs. Moi, je les considère souvent comme étant eux-mêmes des chefs d'entreprise. Donc, ils sont du mauvais côté de la force, peut-être, mais ils sont super créatifs et super ingénieux. Donc, 100% d'accord avec toi. Je vais vous partager déjà une technique, parce qu'on a dit qu'on allait voir plusieurs méthodes d'avoir des mots de passe à la fois robustes, uniques. Il y a des outils pour nous aider, donc on va explorer tout ça. Mais d'abord, je veux qu'on revienne à notre bon vieux cerveau, à notre bonne vieille mémoire. Option numéro 1, s'en souvenir. C'est pas évident, nécessairement. Je suis totalement d'accord, mais je veux partager avec les auditeurs une technique que je parle souvent en formation et qui est très aimée, qui est très appréciée. C'est la technique des acronymes, qui permet d'avoir un mot de passe facile à retenir, mais très compliqué à deviner pour quelqu'un d'autre. Et ça, on va le faire à partir d'une phrase qui signifie quelque chose pour nous et qu'on va pouvoir se rappeler. Donc, première étape, et n'hésitez pas à mettre sur pause le podcast pour faire cette petite étape, ces deux petites étapes que je vous propose. On va trouver une phrase qui évoque quelque chose pour nous. Ça peut être un souvenir, ça peut être un événement marquant dans notre vie, ça peut être la parole d'une chanson. Prendre une phrase qui a assez d'impact dans notre vie pour qu'on s'en souvienne. Donc, je prends l'exemple d'un de mes anciens mots de passe. Moi, ça a été une chanson de Indochine. J'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas. Ça, c'était une phrase. Ça, c'était mon étape 1. C'est pas fini, parce que maintenant, ma deuxième étape, ça va être de prendre la première lettre de chaque mot pour former un mot de passe. Puis là, on se retrouve avec un truc assez monstrueux. Tu sais, j'ai demandé à la lune, je sais même pas c'est quoi la suite de caractères, pour vrai. J'ai aucune idée c'est quoi la suite. Tout ce que j'ai, c'est ma phrase, c'est ma chanson qui joue dans ma tête, parce que c'est mémotechnique, et on se retrouve avec quelque chose de souvent 18, 20 caractères assez facilement. On a des majuscules, des minuscules, on peut rajouter des chiffres, des caractères spéciaux. Et ça, c'est difficile à deviner pour quelqu'un d'autre, mais ça va être facile à retenir pour moi. Donc, mémotechniquement, c'est une victoire, clairement. Et là, souvent, les gens me regardent et ils me disent « c'est cool cette technique, mais là, moi, j'ai 50 mots de passe. Est-ce que je dois avoir 50 phrases différentes ?» La réponse est non. La beauté avec cette technique, c'est que c'est facile à adapter. Je peux facilement me créer mon propre algorithme de mots de passe, et pour ça, il suffit de changer un mot dans ma phrase, de le remplacer par quelque chose qui est lié à la plateforme sur laquelle je suis en train de me connecter. Exemple, si je me connecte sur Facebook, ma phrase, ça sera « j'ai demandé à Facebook ». Et là, dans mon mot de passe, avec ma suite de lettres là, je vais juste intégrer les 3 premières lettres de Facebook à la place du L de lune. Je mets FAC, les 3 premières lettres de la plateforme. Je recommande les 3 premières parce que si je mets juste la première, il y a plein de plateformes qui commencent par F. Donc, je risque de le réutiliser. Les 3 premières, c'est déjà moins de chance. Après, il y a des gens qui me disent, ouais, mais s'il y a un fraudeur qui accède à 2 de mes mots de passe, il va comprendre la logique et l'algorithme en arrière, puis il va deviner tous mes mots de passe. Alors oui, la sécurité à 100% n'existe pas de toute façon. Par contre, quelle est la probabilité qu'il accède à 2 de mes mots de passe? Elle est peut-être déjà un petit peu plus faible. Mais en tout cas, je voulais t'entendre là-dessus, sur ce côté mémotechnique. Est-ce que toi, tu as d'autres stratégie pour garder ça uniquement et exclusivement dans notre tête, parce qu'il y a des gens qui veulent rien savoir des outils papier, des outils technologiques, qui veulent absolument que ça reste dans leur mémoire. De ton côté, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, moi, j'ai abandonné de mettre ça dans ma mémoire, l'entièreté des choses. Quand tu sais, j'ai 300 ou 400 mots de passe un peu partout, fait que c'est virtuellement impossible à ce moment-là. Oui, c'est valide. Le dire que les malveillants vont trouver 2 ou 3 de nos mots de passe. Oui, mais est-ce qu'ils vont vraiment faire le lien? Probablement pas, parce qu'ils sont, autant tu disais qu'ils sont créatifs, autant ils sont paresseux, fait qu'ils vont optimiser leur travail, fait qu'eux ne feront pas l'effort de comprendre la logique. Fait que de toute façon, ils vont se casser, puis là, vont arrêter leur effort, en tout cas, du moins dans l'état actuel des choses. Peut-être que les choses vont évoluer, là, tu sais, sont créatifs, donc quand ils frappent de nouvelles contraintes, ils vont faire évoluer, puis on va parler des nouvelles contraintes qui s'en viennent pour eux autres. Sinon, moi, j'ai à peu près 5 à 10 mots de passe
maître que j'appelle, qui me donne accès à ma voûte, me donne accès à certains services principaux qui, eux, sont mémorisés. Les restants sont générés aléatoirement par une voûte de mot de passe dans ce cas-ci. Ça, on va en reparler c'est super intéressant, cette notion de certaines voûtes, certains coffres-forts qui nous génèrent des mots de passe à notre place. Ça, c'est assez magique. Moi, j'adhère à 300% à cette technique-là. Mais c'est vrai qu'effectivement, la mémoire, on va être dans de la sécurité, mais peut-être avec moins de fonctionnalité. Et tout au long du podcast, gardez en tête cette dualité entre ces deux concepts, la notion de sécurité versus fonctionnalité. Des fois, on veut trop de sécurité, on met la barre trop haute, puis là, c'est plus fonctionnel, ça nous tente plus, puis on est des humains, hein, on cherche toujours la facilité, c'est normal, ça fait partie de notre ADN, de notre cerveau, peu importe. Donc oui, c'est sécuritaire, mais plus ou moins fonctionnel. Donc là, souvent, ce qu'on voit, la tendance la plus commune en ce moment, ça va être de mettre ça dans un fichier Excel. Je vois beaucoup d'entreprises qui se partagent des mots de passe entre elles, mettent ça dans un fichier Excel. Dans le pire des cas, ce fichier Excel-là se trouve dans le Drive. Donc, c'est là-dessus que je veux rebondir tout de suite. Donc, un fichier Excel, effectivement, ça a l'air sympa, ça a l'air intéressant parce que c'est simple d'utilisation, beaucoup plus que notre mémoire. Alors là, je fais la distinction entre est-ce que c'est sur mon ordi exclusivement ou est-ce que je mets ça dans le Drive. Quand je mets ça dans le Drive, c'est en ligne, c'est accessible, il y a un risque de piratage beaucoup plus grand, même si sur l'ordi tout seul, je pourrais aussi me faire pirater mon compte. Mon ordi, je pourrais cliquer sur un lien, télécharger un petit logiciel pas très sympathique et donner accès au contenu. Donc j'ai quelques petites recommandations en rafale si c'est votre choix. Puis de toute façon, on va parler de plusieurs techniques qui sont plus sécurisées. Moi, je vous recommande de pas passer de votre technique actuelle à la nouvelle que vous idéalisez demain matin. Allez-y toujours progressivement. C'est toujours un processus. Au mieux y aller progressivement que de faire tout demain matin, puis là faire une overdose. Oh, le podcast, je veux plus en entendre parler. Ils sont fatigants. Non, allez-y une étape à la fois. C'est vraiment un processus. Donc, je vous donne des bonnes pratiques en rafale, mais à adopter tranquillement. Déjà, je vous recommande, si vous optez pour un fichier Excel, de laisser ça hors ligne. Ne mettez pas ça dans un Drive, s'il vous plaît. Laissez ça en local sur votre ordinateur. Ensuite, il y a certaines personnes qui protègent leur fichier Excel par un mot de passe. Sachez que vous donnez bonne conscience en faisant ça, mais que la sécurité en arrière est un peu bof. Quelqu'un qui s'y connaît moindrement pourrait quand même craquer le mot de passe de ce fichier Excel et pouvoir accéder au contenu. Et mon autre recommandation, puis je te laisse la parole ensuite, renommez votre fichier Excel. L'appelez pas mot de passe, s'il vous plaît. Appelez-le quelque chose de plate, genre club de lecture, livre de recettes, peu importe. Appelez-le quelque chose que le fraudeur, il va pas... Puis même dans le contenu de votre document, marquez pas mot de passe. Parce qu'après, si on fait une recherche par mots-clés, même si le titre, c'est pas mot de passe, dans le contenu, on trouve quand même les mots-clés. Donc, ne mettez le mot de passe nulle part. Soyez le plus flou possible. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ces techniques-là, c'est certains vont dire que c'est de la sécurité par obscurité, mais ça demeure une couche quand même intéressante parce que ça ralentit l'attaquant. Puis il faut comprendre la philosophie de l'attaquant. Puis il y a encore là, il y a deux grandes familles d'attaquants. Il y a ceux par opportunité qui vont rentrer puis font juste essayer de ramasser tout ce qu'ils peuvent sans vraiment comprendre ce qu'ils font. Ce qui est la majorité à l'heure actuelle. Eux ne verront pas, puis cette technique-là va être efficace contre d'autres parce que d'autres ne regardent pas. Ils vont très, très rapide puis ils n'ont pas le temps de ça. Les attaquants qui ciblent, eux vont prendre le temps puis eux vont arriver à passer à travers. Fait que l'attaquant opportuniste, le mot de passe Excel, il va être suffisant pour l'arrêter. L'attaquant non opportuniste, c'est-à-dire qui cible vraiment votre entreprise, lui, il se laissera pas démonter par un simple mot de passe sur un Excel. Il va passer à travers, il va le casser. Puis de toute façon, en général, ces attaquants-là prennent plusieurs mois une fois qu'ils ont rentré pour trouver tout ce qu'ils ont tout à chercher. Fait que si vous avez tous les mots de passe qui donnent accès à vos systèmes critiques dans un fichier Excel, il est fort probable qu'il va être découvert, puis c'est fort probable qu'il va être utilisé pour rentrer dans tous vos systèmes critiques à ce moment-là. Effectivement, mais encore là, c'est de mesurer, ça dépend du contexte. Dans certains cas, c'est utile. Dans mon cas personnel à la maison, ça peut être pertinent d'utiliser un fichier. Moi, j'utilise peut-être plus un notepad qu'un fichier Excel, là, mais ça, c'est une question on a un outil comme ça, dans ce sens-là, de stocker mes mots de passe, mais c'est stocké dans un endroit qui est moins évident, moins apparent. Donc, puis
moi, dans mon cas, à la maison, du moins, je ne serais pas attaqué par un attaquant qui a des moyens puis qui veut vraiment chercher très loin, contrairement à l'entreprise qui, elle, est c'est plus probable qu'un attaquant qui est plus sophistiqué, avec plus de moyens, plus de capacités, plus de connaissances, et qui, lui, a l'intention de venir chercher l'information pertinente dans l'entreprise, qu'à la maison, moi, il va juste essayer de genre mettre un keylogger pour essayer d'attraper mes mots de passe de mon compte bancaire puis me frauder. Fait que la stratégie n'est pas exactement la même, les objectifs sont pas les mêmes. Fait que c'est pour ça aussi, il faut nuancer. Ça, j'aime ça. Il faut nuancer par rapport à où on se situe par rapport à ces éléments-là. Le fichier Excel peut être pertinent dans certaines occasions, que dans d'autres, il l'est moins ou pas du tout, d'ailleurs. Fait qu'il faut vraiment mesurer à qu'est-ce qu'on s'expose, justement, par rapport à ça, puis faire attention. Mais les méthodologies de sécurité par la sécurité sont très valides pour ralentir les attaquants opportunistes qui, eux, ne fouillent pas ce genre de choses-là. Ouais, gardez toujours en tête la notion de sécurité, fonctionnalité. Puis j'avais fait une capsule vidéo à ce sujet-là. Je sais pas si elle est déjà en ligne au moment où on se parle, mais sur le fait effectivement que nos fraudeurs nos pirates informatiques sont opportunistes, mais ils sont aussi tributaires du moindre effort. C'est que si ça me demande trop d'efforts, je vais passer au suivant. Je sais que chez quelqu'un d'autre, ça va être plus facile. Je donnais l'exemple justement de quelqu'un qui envoie un spécimen de chèque par courriel versus quelqu'un qui envoie ses numéros de compte bancaire par courriel. Tu sais, un spécimen de chèque, c'est plus nice pour un fraudeur parce que c'est une copie d'un chèque. C'est vraiment une photo d'un chèque que c'est facile de reproduire à ce moment-là, vu que j'ai déjà mon modèle, j'ai déjà mon template. Versus quelqu'un qui met ses numéros de compte, 006, c'est quoi ça déjà? C'est Banque Nationale, maintenant je vais aller chercher. Non, ça demande trop d'efforts, on passe au suivant. Donc c'est un petit peu l'idée. Je profite que tu as ouvert la porte pour parler un petit peu du stockage papier aussi. C'est au niveau du stockage papier, ça aussi, souvent, c'est dans certains contextes, ça peut être intéressant, dans d'autres, peut-être moins, ça dépend toujours du contexte. C'est un petit peu ce qu'on disait en off, mais le papier, ça peut être une très bonne solution pour certaines personnes, pour certains contextes. Il y a certaines personnes qui veulent rien savoir du côté numérique, ou même pour nos aînés. Tu sais, on avait fait un podcast à un moment donné sur nos personnes âgées, de voir toute la gestion des mots de passe, comment est-ce qu'on gère ça. Mais un bloc-notes, ça peut être intéressant. Ça dépend toujours où est-ce qu'on le laisse. Si je travaille dans un espace de coworking, dans un espace à air ouverte, puis que mon mot de passe, c'est un post-it sous mon clavier, on s'entend, c'est clairement un problème parce que ce bureau est accessible par plein d'autres personnes. Tandis que si, comme on le disait en off aussi, puis je vais te laisser rebondir sur ton idée, mais si mon bureau, il ferme à clé, dans mon bureau, j'ai un petit calepin, j'ai un post-it, peu importe, mais que mon bureau est fermé à clé, ma maison est fermée à clé, il y a toujours un risque. Parce qu'on a dit de toute façon, le risque, la sécurité à 100% n'existera jamais, mais il y a certains contextes dans lesquels c'est super acceptable. Moi, je trouve sincèrement, et c'est mon point de vue, que le papier est sécuritaire. Tu sais, on est quand même à risque de se faire voler, faut se le traîner partout. Si je l'oublie, je suis mal pris, et ainsi de suite. Mais en tant que tel, c'est sécurisé. Je trouve que c'est même plus sécurisé que fonctionnel, parce qu'il faut quand même que, tu sais, tes caractères. On n'a pas parlé du nombre de caractères, par exemple, tu sais, depuis tantôt. Mais tu sais, moi, je recommande toujours d'avoir des mots de passe aux alentours de 16, 18 caractères. Donc là, faut que manuellement tu les tapes à la main. Ces mots de passe-là, quand t'as ça sur papier, donc c'est fatigant, c'est demandant et c'est pas fonctionnel selon moi. Mais en termes de sécurité, si c'est disposé de façon sécuritaire, si c'est dans un contexte approprié, je trouve que c'est aussi une belle solution. Toi, de ton côté, qu'est-ce que t'en penses? Ça revient toujours au contexte. Et c'est sûr que, comme tu mentionnais, dans un espace, dans un air ouvert, si on a un autre mot de passe collé sur notre écran, c'est vraiment pas une bonne idée. Mais c'est dans un contexte, on a un bureau fermé, on est à la maison, on est dans un environnement qui sont naturellement sécurisés. C'est beaucoup mieux comme ça. Et parce qu'à ce moment-là, de toute façon, si on subit une attaque en ligne, ils ne seront pas capables de l'accéder. Fait que ça ajoute une couche supplémentaire de difficulté par rapport à ce que l'attaquant peut faire par rapport à ce genre de choses-là, ce genre d'éléments-là. On revient toujours au scénario d'attaque qui est probable pour nous. Comme citoyen, puis citoyen, c'est une chose, on n'est pas sensible à ce genre d'attaque-là. C'est très rare qu'on voit des attaques ciblées parce qu'on n'est pas, en général, pas intéressant, moi, d'être une personne qu'on pourrait qualifier de VIP qui a un rôle important, mais au-delà de ça, c'est très, très, très rare. En prenant des mesures comme celle-ci, on a des niveaux de protection qui sont très intéressants. On arrive dans les PME, tout dépendant de la nature de la PME. Là, c'est plus probable que des attaques soient faites. Là, c'est plus probable qu'il y a des gens qui ont les capacités de venir attaquer physiquement l'entreprise. Donc, sont capables de venir noyauter l'équipe de ménage, par exemple, pour venir voler dans les bureaux, accéder à ces informations-là. Mais là, on est dans des attaques beaucoup plus sophistiquées qui coûtent de l'argent. Donc, il faut toujours une question de rendement. Parce que les autres, les autres, c'est une entreprise. Fait que c'est comme n'importe quelle entreprise, il faut que le rendement soit là. Fait que si le rendement est suffisant
pour payer quelqu'un pour noyauter l'équipe de nénage pour aller chercher le mot de passe, parce que les secrets industriels liés ou la liste de clients, ou peu importe l'élément, le joyau de l'entreprise qui est à voler est suffisamment important. Ils vont mettre l'argent, donc ça leur coûte 10 000 $ de mettre ça pour réussir à faire l'exercice puis aller chercher le mot de passe qui est caché en dessous du clavier. Et quand que le payoff, le rendement qu'il va avoir, c'est 2 ou 3 millions, mais ils vont être prêts à mettre le 10 000 $ pour aller chercher le 2-3 millions qu'ils vont obtenir de l'autre part, parce qu'en sachant que c'est quoi le rendement. Parce que ça, c'est des attaques ciblées. Puis il y a des groupes qui sont spécialisés en attaques ciblées. La Corée du Nord, par exemple, est spécialisée en attaques ciblées. L'institution financière, donc c'est des groupes comme ça qui vont cibler. Fait que c'est toujours dans un cas de scénario d'attaque possible quand on évalue. Le papier est valide pour les personnes individuelles, pour des certaines entreprises, dans la mesure où on a un lieu sécurisé. Encore là, faut l'utiliser au bon endroit. OK, de le mettre dans son portefeuille, à la limite, dans certains cas, ça peut être un peu plus sécurisé. Je sais qu'il y a plein de gens qui font ça comme ça. Ça peut être une stratégie qui est valide si le contexte le permet dans ce cas-ci, là. Ouais, très intéressant de remettre tout ça en perspective. Maintenant, je passe à d'autres choses. C'est parce qu'on a plein de techniques à voir, plein. On s'entend, mais il y a peut-être des personnes qui nous écoutent en ce moment qui enregistrent leur mot de passe dans Google Chrome. Ça va me permettre d'introduire la notion de gestionnaire de mot de passe d'une certaine façon, mais si je reviens à Google Chrome ou n'importe quel browser, Firefox offre cette fonctionnalité aussi, peu importe. Vous savez, c'est quand je me connecte à un nouveau site, j'ai un petit pop-up qui me propose d'enregistrer mon mot de passe, de le retenir à ma place. C'est-à-dire, hey, est-ce que tu veux que je m'en souvienne pour la prochaine fois? Et de cette façon, la prochaine fois, effectivement, je peux me connecter. Google fait le travail pour moi, remplit le mot de passe à ma place. Mais, parce qu'il y a un mais, vous en doutez, c'est pas une technique que j'aime beaucoup. Je sais que Nicolas Loïc aussi, tu vas avoir tendance à la déconseiller parce que la méthode de stockage est pas nécessairement super fiable parce que pour remplir le champ de mot de passe à ma place, faut bien que Google le retienne. Faut qu'il retienne mon mot de passe. Donc, il doit le stocker quelque part. Au mieux, ça va être protégé par un mot de passe Windows, ça va être protégé par notre mot de passe Google. Mais tu sais, ça dépend tellement de la sécurité de notre compte Google. Est-ce que notre double facteur est activé ou non? Sinon, c'est facilement accessible en quelques clics. Je trouve aussi que, personnellement, oui, tu voulais ajouter quelque chose tout de suite? Oui, oui, parce que puis c'est reconnu, c'est une des cibles d'attaque principales, cette extension-là, même si on le protège avec nos mots de passe Windows ou Mac, dans ce cas-ci. Le fait que l'attaquant va attaquer par le navigateur, donc va être capable d'aller chercher la voûte de mot de passe Chrome ou Firefox dans ce cas-ci. Je mettrais l'exception Safari sur Mac, c'est pas ça, parce qu'elle n'est pas stockée dans Safari, elle est stockée dans le keychain, qui est une structure beaucoup plus robuste que qu'est-ce que les voûtes uniquement de navigateurs sont à disposition, là. Ouais, j'aurais fait la distinction effectivement avec le trousseau de clés Apple qui est effectivement très différent. Puis moi, je trouve que très sécurisé. Au niveau de la fonctionnalité, je me dirais, tu peux juste utiliser avec Safari. C'est juste ça qui est poche. Tu peux pas aller avec un autre navigateur si ça te tente. Mais moi, dans l'idée de tout ça et en sachant que de toute façon, Google fait plein d'autres choses que de protéger juste mes mots de passe et il s'occupe de la sécurité de plein d'autres trucs. Alors pourquoi pas aller vers une solution qui ne fait que ça? Et c'est en tout cas, moi, ma proposition, un gestionnaire de mots de passe reconnu est une bien meilleure solution. On a déjà eu l'occasion d'en parler, mais grosso modo, qu'est-ce que c'est? Voyez ça comme un coffre-fort. Comme un coffre-fort qui est solidement sécurisé s'il est bien configuré, qui permet de retenir mes mots de passe à ma place. Et là, on n'a plus aucune excuse de pas avoir un mot de passe différent pour chacune de nos plateformes, puisqu'on n'a plus besoin de s'en souvenir. Tout ce dont je dois me rappeler, tu le mentionnais, le mot-clé tantôt, c'est d'un seul mot de passe qu'on appelle un mot de passe maître, donc un master password si on veut, qui permettent d'accéder à mon coffre-fort. Et lui, ce mot de passe, il doit être ultra robuste. C'est non négociable, gang. Ultra robuste ce mot de passe-là, sinon on déconstruit tout le principe. Et au même titre que Google le fait, ça remplit mes identifiants et mon mot de passe, ça le remplit automatiquement. Donc c'est vraiment de très très belles solutions. Il y en existe une coupe, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Le trousseau de clés Apple, tout aussi bien, mais sont de très belles technologies. La sécurité à 100% n'existe pas non plus de toute façon et on peut pas vous en recommander un en particulier aujourd'hui. Ils ont tous leurs qualités, leurs défauts, mais il reste que ils sont quand même très robustes, très sécuritaires. Mais une fonctionnalité que je voulais mettre de l'avant qui est super intéressante aussi, c'est le fait de pouvoir générer un mot de passe aléatoire. Je peux dire à mon gestionnaire de mot de passe, hey, je suis dû pour me créer un nouveau mot de passe, crée-moi quelque chose avec genre 25 caractères, un tas de majuscules, des minuscules, des chiffres, des symboles. Puis là, je vais avoir un truc assez monstrueux et super compliqué à connaître par cœur, mais anyway, j'ai pas besoin. Ça va être enregistré dans mon gestionnaire de mot de passe, comme tu le disais. Toi aussi, tu as adhéré plus à cette... Ouais, j'ai mentionné précédemment, j'utilise un gestionnaire de mot de passe. J'en ai un qui me permet une intégration.
avec des identifiants aléatoires. C'est qu'au lieu d'avoir une adresse courriel qui est la même, c'est quand on aborde le problème des mots de passe sur l'angle des fuites de données, le fait qu'on utilise toujours le même courriel dans tous les sites, mais ensuite, ils sont capables de tout relier toute notre identité à travers toutes les fuites de données qui ont eu lieu et donc de retracer si on utilise le même mot de passe, entre autres aussi sur les différents sites. J'utilise des services qui me permettent d'utiliser un courriel aléatoire sur chacune des inscriptions que j'ai. Il y en a des systèmes qui sont mieux intégrés, d'autres moins bien intégrés, mais dans tous les cas, j'ai commencé à utiliser ce genre de stratégie-là, ce qui fait que sur de plus en plus de sites, ce n'est plus mon adresse standard qui est là, mais ça va être une adresse aléatoire qui ne peut pas être relié à moi, à moins qu'il casse le fournisseur de l'adresse aléatoire. Mais dans la mesure où il casse juste le site, là, ils sont plus capables de remonter jusqu'à moi. Donc, en termes de profilage, ça réduit un problème. En termes de fuite de données, quand ça fuit, ça réduit le problème aussi. Et au niveau de protection de des mots de passe aussi, parce que je suis comme tout le monde, mes comptes se font attaquer parce qu'il y a plusieurs de mes adresses qui sont connues. Et s'ils essayent sur tous les sites ces adresses-là, puis il m'arrive souvent de recevoir des requêtes d'authentification à 2 facteurs parce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé le mot de passe sur un des sites en question, parce que c'est un vieux site. Puis des fois, je découvre des très vieux sites sur lesquels je suis abonné qui datent de mauvaises pratiques que j'avais avec mes mots de passe à cette époque-là. Donc, j'ai vois réapparaître parce qu'il me sollicitait, il y a quelqu'un qui a essayé de se brancher sur ton compte avec telle affaire. Fait que là, je me rends sur le site, là, je nettoie mais soit j'efface mon compte parce que j'utilise plus le service, ou je vais remettre le mot de passe à quelque chose de plus moderne, de plus récent avec mon gestionnaire de mot de passe à ce moment-là. Tout plein de belles fonctionnalités qui évoluent très très rapidement, parce que tu sais, la nouvelle mode qu'on voit de plus en plus, de voir comment est-ce que ça va évoluer et tout, mais c'est tout ce qui touche la connexion sans mot de passe maintenant. C'est un petit peu le futur, c'est la direction dans laquelle on s'en va. Il y a plusieurs techniques qui existent. Moi, je suis quand même familière plus avec ce qu'on appelle le lien magique. C'est-à-dire au moment de te connecter à la plateforme, en fait, c'est un courriel qui t'est envoyé, donc il n'y a plus de mot de passe. Ça, il y a quand même des risques, on va se le dire, dans le sens où si mon courriel se fait pirater, il suffit simplement au fraudeur de faire une demande de lien magique, puis il reçoit, puis il se connecte. Donc il y a quand même certaines vulnérabilités. Ça va évoluer aussi de toute façon avec le temps. Et puis après, c'est d'où l'importance de quand même mon courriel, d'avoir une sécurité tout à fait adéquate. Mais il y a plein d'autres. Google justement a fait l'annonce, on le disait tout à l'heure, de tranquillement de connexion sans mot de passe. C'est des choses qui s'en viennent. C'est pas quelque chose que je maîtrise encore à 100% par manque de temps, pas par manque d'intérêt. Mais toi, de ton côté, je pense que t'avais plus d'éléments à donner à nos auditeurs en lien avec ça. Ouais, ben c'est le début d'utilisation par les grands joueurs de ce qui a été commercialisé sous le nom de Passkey, qui est une méthode qui est utilisée sur FIDO2. En tout cas, bref, c'est une stratégie d'authentification robuste, très, très supérieure à ce qu'on connaît avec les mots de passe. C'est justement, nous débarrasse des mots de passe en tant que tel pour être capable de s'authentifier. Google l'a déployé à l'ensemble de ses services. Avec Android, ça fait déjà un certain temps que c'était disponible. Avec iPhone, ils viennent de l'annoncer, là, puis ça a commencé le rollout, ce qui fait que quand je me branche à mon compte Google, je n'ai plus besoin d'avoir un mot de passe à saisir. C'est un token, un jeton physique, dans le fond, en l'occurrence, mon téléphone, qui devient mon authentifiant. Fait qu'à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile à usurper. Si mon mot de passe est trouvé sur un site, c'est pas grave, parce que s'ils n'ont pas mon téléphone en main, ils sont pas capables, ils ont le jeton qui est l'équivalent du jeton physique, donc ils sont pas capables de s'authentifier. On peut aller plus loin. Normalement, on peut aller avec des jetons physiques de type YubiKey ou les clés Titan ou des éléments comme ça qui sont encore supérieurs en termes de choses, parce qu'on a vraiment accès à un jeton physique qui nous protège vraiment, qui est distant de notre téléphone. Notre téléphone est quand même un élément très important, mais quand même, c'est un élément où ça change le fardeau. Ça nous protège contre le phishing énormément, ça nous protège contre ces attaques-là. Fait qu'on a un début de changement de ce côté-là. Apple l'a intégré dans son Key Vault, sa trousse de clés. OnePassword est en train de l'intégrer dans sa Vault aussi. Google, incidemment, les autres sont de très grands joueurs. Microsoft est en train de mettre des éléments comme ça en place aussi à travers ses services M365. Fait que tranquillement, les grands joueurs vont imposer cette stratégie-là, qui va enfin réduire la charge ou le poids sur l'utilisateur de retenir des mots de passe. Fait qu'on est dans un contexte où la voûte de mots de passe va servir à stocker les secrets, c'est des secrets cryptographiques qui sont très robustes, entre le site et l'utilisateur. Et il va même faire disparaître le lien aussi clair entre l'utilisateur et le site, comme c'était le cas avant, parce que je vais présenter mon jeton, et de cette base-là, il va être capable de
m'authentifier correctement. Fait que c'est beaucoup plus robuste, beaucoup plus moderne. On va le voir avec le montée en usage, voir à quel point c'est si robuste que ça. Parce qu'à l'heure actuelle, ça l'est. À l'usage, on va voir comment ça fonctionne, parce que les attaquants sont imaginatifs, tu l'as dit. Ils vont peut-être trouver des stratégies. Fait qu'on va voir comment ça va évoluer, ces éléments-là, comment ces nouvelles barrières-là vont amener l'évolution des attaques. Parce qu'à l'heure actuelle, quand les attaques, entre autres, utilisent, comme tu parlais, du lien magique, on voit comme des campagnes de phishing à l'heure actuelle où on voit exactement l'usage d'un code QR pour simuler des choses. Donc, on commence à voir des changements, mais le password-là, c'est probablement, ou le passkey, en l'occurrence, va probablement modifier, mais va nous protéger davantage. Fait que ça va voir comment tout ça va. Le paysage va évoluer. C'est une lutte constante entre les bons et les méchants. Je trouve ça toujours extrêmement intéressant et fascinant à quel point la technologie va vite, à quel point les fraudeurs vont vite dans trouver des vulnérabilités, mais par contre à quel point l'utilisateur a des réticences. Et c'est peut-être ce point-là qui va m'inquiéter avec la connexion sans mot de passe. C'est quand je vois en ce moment la réticence qu'on peut avoir en entreprise avec le double facteur d'authentification, même encore aujourd'hui en 2023, alors que c'est de plus en plus des exigences au niveau des assurances, au niveau de tout ça. Je me dis, le double facteur n'est même pas encore acquis et on passe déjà à d'autres choses. Donc, tu sais, il faut continuellement se dire que c'est une constante gestion du changement pour les équipes. C'est inconfortable et c'est important d'aller à leur rythme. C'est important de les accompagner. C'est important de pas leur dire, tiens, voici, à partir de maintenant, c'est comme ça que ça se passe. Non, faut vraiment absolument les accompagner là-dedans. Sinon, on va perdre des joueurs et on va avoir des gens qui vont haïr la sécurité d'une certaine façon aussi, alors que c'est hyper important. Et c'est pour ça que je recommande toujours de faire le lien avec la vie personnelle de nos employés pour pouvoir les attraper et les attacher un petit peu plus à cette thématique qui est pas super intéressante et sexy, on va se le dire. Mais je pense que c'est hyper important dans le processus d'intégrer chaque personne, de répondre aux doutes, de répondre aux questionnements. Donc, si demain vous avez ce type de technologie qui embarque dans votre entreprise, s'il vous plaît, me faites pas une capsule vidéo pour expliquer à tout le monde comment ça marche. Faites au moins, vous pouvez faire la capsule vidéo, mais faites au moins un petit lunch and learn à un moment donné avec un expert, peu importe, mais au moins pour laisser la place aux gens à leurs questions, leurs craintes, leurs interrogations. Il faut leur laisser la place, c'est super légitime, mais c'est ce qui s'en vient quand les technologies évoluent. L'humain fait un pas en arrière parce que ça nous tente pas. On aimait bien comme c'était avant, mais il faut intégrer, il faut avancer un pas à la fois. Tu sais, on le disait, hein, moi je crois énormément en la théorie du PP, le plus petit pas possible. On fait pas ça en une après-midi de temps, c'est vraiment un processus. C'est vraiment l'idée. Gardez en tête, puis on s'en va tranquillement vers la fin. Puis je vais te laisser un mot de la fin si tu voulais ajouter quelque chose aussi. Bien sûr, on est quand même sur ton podcast. J'ai l'impression de le gérer pas mal, ton podcast. Je m'excuse, je prends de la place. Mais tu sais, de penser toujours sécurité, fonctionnalité. Et puis moi, mon mot de la fin, c'est de dire, il n'y a pas de bonne méthode. Il y a votre méthode à vous, puis il n'y a pas une méthode unique, même chez vous. Vous pouvez prendre des petits bouts de tout ce qu'on a dit en fonction du contexte, en fonction des situations. Qu'en penses-tu? Oui, absolument. Oui, ça, c'est un des éléments qui est très manquant. Je le vois constamment que les gens en cyber vont déployer des stratégies de mots de passe qui ne tient pas compte de l'utilisateur. J'en ai vu, j'ai même des cas, au moment où on enregistre, j'ai vu des cas très récents de ces éléments-là, où il y a eu des changements dans lesquels ils n'ont pas informé l'utilisateur d'avance. Donc, ça crée toujours un froid, un élément comme ça. C'est sûr que pendant le confinement, début 2020, c'était plus facile de passer des changements parce que le chaos est généralisé. On était dans une état de chaos général. C'était possible de faire avancer plus rapidement les choses. Maintenant, on est sorti de cet état de chaos-là. Les gens recherchent la stabilité aussi, d'ailleurs. Puis de cet état de chaos-là, justement, il y a un élément de plus grande recherche de stabilité, justement, de recentrer où ça. Donc, ça amène des changements technologiques ou de sécurité qui viennent bousculer les gens. On va avoir beaucoup plus de résistance. Le cas du passkey, entre autres, j'ai des gens qui m'ont demandé de façon personnelle si c'était sécuritaire, parce que c'est pas clair. Si c'est sécuritaire, qu'est-ce que ça représente? C'est quand même un changement très important dans les habitudes des gens, puis les gens sont peut-être un peu craintifs par rapport à ces éléments-là. Fait que de prendre le temps, puis un lunch and learn, ou peu importe la nature de l'activité, de communication bidirectionnelle, dans ce cas, c'est pas juste une question d'en envoi, c'est vraiment bidirectionnel, parce qu'il faut discuter avec les employés, il faut discuter avec les gens pour les aider à connaître leurs préoccupations qui sont associées avec ça et les aider à adhérer ce genre de choses. Le podcast, pour moi, une de ces stratégies-là que j'utilise pour faire ça. Tu prends la place, oui, mais c'est aussi fait pour mettre en valeur le contenu que tu partages. Fait
tu prends le contrôle, mais non. C'est un peu fait dans cette nature-là aussi, justement, que tu puisses partager tout ce contenu-là, justement, pour qu'on aide les gens à cheminer, à maîtriser les technologies, puis pas en avoir peur, puis de cheminer qu'on soit dans un avenir plus serein, moins malveillant, moins de gens qui se font frauder, moins de gens qui se font mal prendre, d'entreprises qui se font prendre dans des éléments comme ça. Ouais, ma grande vision, c'est effectivement un monde où est-ce que les entreprises, les individus, la sécurité, c'est une priorité absolue. Et c'est pas le cas nécessairement aujourd'hui, mais c'est mon ambition peut-être irréaliste, hein, peut-être que ça va jamais arriver d'ici à ce que je sois vieille et que je sois morte, mais c'est ce à quoi j'aspire en tout cas, et c'est tous les efforts que je mets aujourd'hui, c'est dans ce sens-là, de faire en sorte que la sécurité soit toujours la priorité, parce que il y a tellement des fois des bad luck qui nous arrivent dans la vie. Si on peut au moins s'éviter un piratage de compte à un moment donné, c'est déjà ça de moins, c'est déjà ça de plus fun, admettons. Donc voilà, moi c'était les idées que je voulais apporter, que je voulais amener. Un gros merci toujours pour la tribune, pour ce que tu nous apportes, pour tes nouvelles idées. C'est toujours un plaisir de collaborer. Merci à toi.